Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Ruby a publié ses résultats financiers. Ici, vous savez que c'est une entreprise qu'on aime bien. Depuis le début de cette chaîne-ci, la première fois qu'on a étudié Ruby, on était déjà, voilà, c'était une compagnie qui nous intéressait déjà à ce prix-là. Je me souviens, c'était aux alentours du mois de février ici, je pense 2022. Enfin, depuis qu'on a commencé les analyses quantitatives ici. Elle nous a toujours plu. C'est également une compagnie qui a toujours, voilà, le prix n'a pas trop bougé depuis plusieurs mois, d'accord, alors qu'elle continue à livrer la marchandise. Et d'aucuns, généralement, voilà, quand ils vont regarder cette compagnie-ci, ils vont se poser mille et une questions. Le plus important, comme je le dis toujours, hein, le prix à court terme, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est que l'entreprise continue à livrer la marchandise, que les bénéfices nets continuent à être stables ou croissants. C'est tout ce qu'on demande à une entreprise. Tôt ou tard, le marché va se réveiller. Et entre-temps, qu'est-ce que l'entreprise fait? Rachat d'actions, remboursement de la dette, paiement de dividendes. Vous ne pouvez pas demander plus que ça, ok? Ruby a publié ses résultats financiers, ok? Je vais lire directement, rapidement cette note-ci. Donc, le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Ruby a annoncé jeudi prévoir une nouvelle hausse de son bénéfice net ajusté en 2023, après avoir publié des résultats en ligne avec les attentes des analystes pour l'exercice écoulé. Le début de l'année 2023 a été marqué par l'amélioration continue des volumes et des marges de Ruby Énergie et par la poursuite du développement du pipeline chez Ruby Renouvellement, a souligné le groupe dans un communiqué. Dans ce contexte, le groupe est confiant dans le fait que 2023 sera une nouvelle année d'augmentation du résultat net part du groupe, donc résultat net part du groupe après les ajustements ici parce qu'elle a souvent des co-entreprises ici, donc résultat net part du groupe par rapport à 2022 ajusté de la dépréciation de l'écart et de la dépréciation de l'écart d'acquisition et du dividende, a-t-il ajouté. Au cours de l'année écoulée, le résultat net qui exclut certains éléments exceptionnels s'est établi à 326 millions d'euros, en hausse de 11% sur un an. Le résultat net part du groupe, en revanche, a reculé de 10% à 263 millions d'euros. Donc ici, il est impacté par différents éléments exceptionnels ici. OK? Donc, on continue. Le résultat brut d'exploitation s'est établi à 669 millions d'euros, en hausse de 26% par rapport à l'année précédente, et le résultat opérationnel courant a progressé de 30% à 509 millions d'euros. Ces deux indicateurs ont bénéficié d'un effet de change exceptionnel au Nigeria à hauteur de 34 millions d'euros, donc c'est un élément exceptionnel. Donc si on l'ajuste ici, voilà, il faut comparer également par rapport à la période précédente, mais je pense qu'on reste toujours sur quelque chose d'assez élevé par rapport à la période précédente. Donc, selon un consensus établi par FactSet, excellente entreprise, FactSet, qu'on a étudié également sur Top Invest, qui devrait être dans n'importe quelle watchlist, je rappelle toujours. Donc, les analystes anticipaient en moyenne un return on, enfin, retour, c'est comment on appelle encore ça? J'oublie toujours ce terme ici. Résultat opérationnel courant de 411 millions d'euros et un bénéfice net ajusté de 324 millions d'euros. Donc, le chiffre de Ruby a progressé de 50, le chiffre d'affaires de Ruby a progressé de 55% en 2022 à 7 milliards 140 milliards, excusez-moi, 7 milliards 140 millions d'euros. Donc le chiffre d'affaires peut progresser ici parce qu'à la fin de la journée, c'est une entreprise qui joue beaucoup avec les volumes. Vu également que le prix impacte généralement ici leur business, c'est surtout le volume qui est important. Nous ici, donc, il y a une métrique qui est importante ici à aller regarder les rapports financiers, c'est l'évolution des volumes, d'accord, par rapport à la période précédente. Donc on sait ici que le prix de la commodité a eu à augmenter ici. Donc si les volumes restent stables, tant mieux. Quand le prix de la commodité diminue, si les volumes augmentent, tant mieux. OK? Mais on veut à peu près des volumes stables. Donc 7,14 milliards d'euros ici, soutenu par la hausse des cours des produits pétroliers. Donc, le groupe proposera à sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 1,92 €. Ça, on peut dire que c'est ce que vous aimez tous, 1,92 € par action contre 1,86 € l'année précédente. Au 31 décembre, la dette nette de Ruby, et ça c'est un élément important, s'établissait à 930 millions d'euros contre 438 millions d'euros un an plus tôt. Cette augmentation s'explique principalement par la prise de participation à hauteur de 80% dans Photosol, a souligné le groupe, dont Ruby a déboursé en avril 385 millions d'euros pour mettre la main sur 80% de Photosol, société française spécialisée dans l'installation photovoltaïque, et diversifier ses activités. Photosol ne rapporte pas encore d'argent. Donc ça, c'est un investissement ici. Voilà, c'est un pari sur l'avenir. Donc pour le moment, quand vous analysez cette compagnie-ci, c'est en prenant en considération que c'est encore une société de distribution de produits pétroliers. OK? Donc,
Une fois qu'on va dans les rapports financiers ici, rapidement, c'est que moi je voulais voir surtout, c'est la variation du besoin en fonds de roulement par rapport à la période précédente. Vous vous rappelez quand on a fait la vidéo avec Bertrand de la chaîne Revenus et Dividendes, on avait parlé de Ruby ici, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. Donc dans cette vidéo-là, on avait parlé du besoin en fonds de roulement ici qui avait impacté les free cash flow de l'entreprise de telle sorte que, voilà, l'entreprise ici, voilà, elle ne payait un dividende, mais devait puiser dans les caisses ici pour payer ce dividende-là, tout simplement parce que en termes de bénéfices en termes de bénéfices opérationnels, moins de dépenses en capital ici, on avait un élément négatif. Donc ici aujourd'hui, quand on prend le résultat opérationnel après quote-part de résultat net des comptes entreprises, donc c'est à peu près, c'est bien ça, 456 millions, est-ce que c'est ça? Donnez-moi juste un instant. Chiffre d'affaires, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, c'est ici. Donc, capacité d'autofinancement avant, donc c'est ça, flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles, 420 millions. Moi, ce que je regarde généralement dans ce genre de choses, c'est premièrement, je prends le bénéfice net plus la dépense en capital et je veux voir à la fin quelque chose qui va au moins à un niveau égal ou supérieur à ce montant-ci. S'il est égal, c'est correct. S'il est supérieur, je dois savoir pourquoi. Mais s'il est inférieur, je n'aime pas ça. Je dois également savoir pourquoi. Donc, quand je regarde ce montant, l'année précédente, par exemple, vous voyez, on avait 300 plus 163, ça fait à peu près 463 millions. Donc, quand je prends ici le 463 millions, ici, disons bien 465, techniquement, ici, je devrais au moins les avoir. Là, je ne les ai pas. D'accord? Donc ici, ça a été impacté grandement par le besoin en fonds de roulement. On vous met petit astérix, allez-y voir dans les rapports financiers à quoi ça correspond. Est-ce que c'est augmentation, diminution du compte fournisseur ou bien du compte client, ce genre de choses-là. Donc cette année-ci, on a plutôt une diminution, une variation de l'ordre de 31 millions. D'accord? Donc c'est un impact négatif de 31 millions ici. OK? Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que ça respecte ici? Est-ce que l'addition de ces deux éléments, s'il va dans le même sens? Oui, ça me va. Mais attention, il faut également constater qu'on a eu aussi autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie. Donc, on a eu une charge exceptionnelle ici. Donc, techniquement, je pense qu'on aurait pu la mettre ici au niveau de l'amortissement et provision. Donc, de telle sorte que, généralement, comment on appelle ça? La dépense en capital de cette compagnie-ci devrait être aux alentours de 165 millions. OK? Donc, quand on prend ce montant-ci, moins la dépense en capital que nous avons ici, la dépense en capital, c'est ça. Acquisition d'immobilisation corporelle et incorporelle. C'est ça, sa dépense en capital. Donc, la différence, donc, techniquement, je devrais voir 165 ici, à peu près 160 millions. Donc, il y a une différence ici de 100 millions qu'il faudrait creuser dans les rapports financiers pour savoir pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. Parce que je pense que la différence ici, est-ce que c'est la dépense de croissance? Et si c'est le cas, pourquoi? Ça vient d'où? D'accord? Donc, je sais déjà que quand on va prendre ça et ça donne à peu près 160 millions d'euros ici, en termes de free cash flow. Donc, ce free cash flow-là, c'est ça qu'on va utiliser pour repayer la dette, etc. Mais vous pouvez constater également ici qu'elle a eu un impact négatif ici au niveau des flux de trésorerie liés aux investissements. Donc, elle a fait une acquisition ici de 341 millions de Photosol dont on parlait tantôt ici. Donc, la trésorerie va avoir tendance à être impactée, d'où l'augmentation ici de la dette nette. OK? So, besoin en fonds de roulement, on a vérifié ici, ça va. C'est revenu à peu près à c'est revenu à la normale. OK, vous pouvez également voir qu'est-ce qui a impacté la variation du besoin en fonds de roulement. Vous avez tous ces éléments-ci. OK, incident variation du compte client, débiteur, incidence variation ici, compte fournisseur, créditeur. OK, donc ça va. Dans l'ensemble, ici, moi, c'est plutôt correct. Au niveau des perspectives, ici, ils s'attendent. Les prévisions qu'ils avaient par rapport à Photosol, voilà, ils vont devoir ici ils vont accuser un retard d'un an par rapport aux prévisions qu'ils avaient en 2000, je pense que c'était 2025. Là, ils vont plutôt repousser ça à 2026. De toute façon, Photosol ne rapporte pas d'argent. Donc, c'est toujours bien de voir ici qu'OK, Photosol, les prévisions vont être repoussées, etc. Mais voilà, pour le moment, ça ne rapporte pas du tout d'argent. Et vous pouvez le constater ici à ce niveau. Il vous mentionne que le résultat brut d'exploitation ici, on s'attend à peu près à entre 65 et 70 millions d'euros d'ici 2027. Donc, en date d'aujourd'hui, on a quoi? On a quelque chose ici aux alentours de combien? 18 millions d'euros. OK? Donc, en achetant même du photosol ici à 300, je pense que c'est même un pari sur l'avenir. Donc ici, quel élément pas encore mentionné, hormis le fait qu'ils sont à Haïti se porte toujours aussi mal, ou voilà, ça reste à peu près toujours encourageant au niveau des Caraïbes, parce que dans les Caraïbes, il n'y a pas qu'Haïti. Donc vous voyez que ça se comporte quand même un tout petit peu bien à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ici en supplément? Moi, dans l'ensemble, ici, vite fait, voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Je peux également voir que les volumes dans les Caraïbes ont augmenté. D'accord? Quoique 2020 et 2021 ont été des années un peu compliquées. Donc, généralement, il faut comparer les volumes par rapport à 2019.
donc la période avant Covid. Donc on est plutôt à un niveau à peu près équivalent à la période avant Covid ici. D'accord. Et ici, ça prend en considération l'impact au niveau d'Haïti. Donc, vous voyez que voilà, les volumes augmentent même quand les prix sont élevés ici. En Europe, les volumes diminuent parce que l'Europe ici s'en va généralement ici. Voilà. C'est pas en termes de consommation ici, ça va tendre à diminuer notamment par rapport ici à voilà, l'avènement de la voiture électrique, etc. Mais vous voyez que l'Europe ne pèse pas énormément non plus. D'accord. Donc, c'est surtout l'Afrique et les Caraïbes ici qui dominent. Et ces deux zones-ci ne sont pas prêtes ici de prendre le virage électrique. D'accord. Il y a également le gaz domestique, etc. Bref, on continue. Donc, dans l'ensemble ici, moi, je suis satisfait des résultats. D'accord. En termes de dette nette ici, voilà, la dette nette n'est pas insurmontable, hein, elle est 930 millions d'euros ici, donc ça ne dérange pas non plus. Mais j'aimerais voir ici, voilà, c'est un business ici qui a souvent eu tendance à bien gérer sa dette, donc je ne m'inquiète pas ici par rapport ici à la gestion de la dette, mais bon, j'aimerais quand même qu'on mentionne cela, le fait qu'on prévoit réduire la dette ici dans le conference call, que je n'ai pas encore eu le temps d'écouter, que je vous encourage d'ailleurs à faire, parce que votre analyse ne peut pas être complète si vous ne lisez pas si vous n'écoutez pas le conference call. OK? Donc, dans l'ensemble, ici, Ruby a livré la marchandise, exactement ce qu'on attendait. Par rapport à l'évaluation, moi, je vous dirais, voilà, de peur on ne va pas se répéter, hein. La dernière vidéo que j'ai fait sur Ruby, il y a je pense au mois de novembre, quelques périodes, je pense, où on parlait du troisième trimestre ici. Je vais rester sur le même niveau d'évaluation, ne pas changer, ok? Donc, ça reste une entreprise qui reste toujours sous-évaluée en date d'aujourd'hui, ok? Donc, vous avez une entreprise ici qui vous reverse à peu près, voilà, qui a la capacité de vous reverser à peu près 200 millions d'euros ici en termes de, voilà, en termes de résultats nets, ici, elle peut faire aux alentours des 300 millions d'euros quand on l'ajuste. Donc 300 millions d'euros par là, même à 10 fois les bénéfices ici, vous constatez qu'on est à un niveau un peu plus élevé que ce qu'on a ici aujourd'hui. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividendes par rapport au rendement, par rapport au prix ici, par rapport à la capitalisation boursière, vous avez encore aux alentours de 11% ici de rendement. Et si on prend même en considération la dette qui est aux alentours ici de 900, disons 950, je vais même prendre 1 milliard ici de la dette. Ça fait 3,55, donc ça fait ici aux alentours de 300 millions divisé par 3,55, ça donne ici autant, excusez-moi, 0,3 divisé par 3 milliards 550 millions ici, ça donne à peu près un rendement de 8,45%, même en prenant en considération la dette. Donc Ruby reste toujours très sous-évalué en date d'aujourd'hui. Et pendant ce temps, elle vous distribue un dividende, elle a les moyens de payer ce dividende-là. D'accord? Elle a les moyens de verser ce dividende-là. Mais moi, j'aimerais voir ici, j'aimerais qu'on me parle plus de remboursement de la dette. Parce que le dividende ici, il sera aux alentours de, voilà, quand on a à peu près 300 millions d'euros ici par an, par rapport au prix, par rapport au nombre d'actions ici, on a à peu près combien d'actions? Voilà, est-ce que je peux me voir l'information par rapport au nombre d'actions ici? Techniquement, oui, si je prends un dividende en euros ici, bénéfice net ajusté 3,16 €. C'est ça? Oui. Ajusté 3,16 €. Donc, quand on fait ici 326, ça veut prendre 326 divisé par le 3,16. Donc, je vais ramener ça ici. Ça donne on a à peu près 103 millions d'actions. Est-ce que c'est la même chose ici? Oui, à peu près 103 millions d'actions ici. Donc, si on prend ici le 103 millions d'actions, ok, donc c'est parfait. Donc 103 millions d'actions, donc 3,16 €. De toute façon, c'est 3,16 € ici. Si vous le prenez à 10 fois les bénéfices, on sera au moins à 31 €. Si on le prend ici à 15 fois les bénéfices ici, voilà, on est à 47,40 €. Et vous savez qu'on a à peu près aux alentours de 1 milliard de dettes ici. Voilà, simple. Ça fait à peu près aux alentours de 10 $ par action ici en termes de dettes. Donc quand on enlève par rapport à ce prix-ci, on se rend compte que ça peut être une entreprise qui peut s'échanger aux alentours des 35 € l'action par là. Ok, si on reste au niveau des 300 millions d'euros par an, vous voulez que je recommence le calcul? Simple. Elle peut rapporter à peu près 300 millions d'euros ici, en 15 fois les bénéfices. Moi, la dette nette ici, qui est aux alentours, vous voulez prendre la dette nette exacte, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On monte, ça fait à peu près 930 millions d'euros ici, donc moins 930 millions d'euros ici, d'accord, divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, c'est à peu près 103 millions. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 35 $ à l'action. Attention, j'ai parlé de résultat net, c'est le résultat net ici à ajuster. Ok, parce qu'en net part du groupe ici, voilà, faut faire attention, c'est impacté, il y a des éléments extraordinaires ici, notamment par la prise en compte ici de la réduction de la valeur d'un actif ici, donc qui est une charge non financière en Haïti, notamment par rapport à la situation actuelle, etc. Donc, il faut prendre le résultat net ajusté ici, d'accord? C'est pour ça que je prends le 300 millions. Ici, je ne sais pas, les analystes à peu près s'attendaient à combien en termes de net income, tac, tac, tac.
On a à peu près, oui, à peu près à 300 millions, 345 millions d'ici 3 ans, d'ici 2026. Donc, on va à peu près rester sur la même tendance en termes de prévision. Voilà, ça reste à peu près la même chose ici. Donc, vous avez une compagnie qui peut rapporter à peu près 300 millions par an. D'accord? Aujourd'hui, si cette compagnie-là vous verse la totalité des bénéfices nets en dividendes, sans prendre en considération la dette nette, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une compagnie qui peut vous donner aussi un rendement jusqu'à 11,76%. Je prends juste 300 parce que c'est plus de 300 millions. OK? Donc, vous pouvez également constater que c'est une entreprise ici, en termes de dividendes, elle verse à peu près 1,92 €. D'accord? On a à peu près 1,92 € ici, moins 3,16 €. D'accord? Par rapport à ce qu'on a rapporté ici, bénéfice net par action. Donc, je vais même prendre le 300 ici, on va faire simple. Hein. Divisé par, voilà, on va le mettre comme ça, on va le mettre, le 3,16 €, disons qu'il est durable, 1,24 €, donc ça fait 1,24 € multiplié par 103, donc à peu près, il nous reste à peu près 127 millions ici. En 5 ans, si on reste avec le même niveau de dividendes et qu'on paie à peu près le même niveau de... si on reste avec le même niveau de bénéfice net, qu'on paie à peu près le même niveau de dividendes, on peut rembourser à peu près 600 millions d'euros juste pour la dette. Donc, la dette ici est complètement gérable. OK? Au prix actuel, c'est une aubaine. Ça reste une entreprise assez intéressante au prix actuel. Hormis tout ce qu'on peut raconter tout autour, mais voilà, ça ne semble pas se vérifier au niveau des rapports financiers. En tout cas, pour le moment, ça reste toujours assez intéressant. Actuellement, le dividende est de l'ordre à peu près de 7,5%. 7%. Et vous savez qu'on ne réfléchit pas ici en termes de dividendes uniquement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pérennité des bénéfices nets, d'accord? La qualité du business model, d'accord? Et on sait que le dividende prendra soin de lui-même. Est-ce que j'aimerais qu'elle rachète ses propres actions? Je ne sais pas si c'est institué dans son rapport, dans ses éléments financiers ici. Donc, on a mentionné également le fait qu'elle augmente ses bénéfices nets par action. Elle augmente son dividende ici par an. C'est un point négatif, mais également, il faut regarder le pourquoi derrière. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Mais parce que derrière, ici, vous constatez que les bénéfices nets par action augmentent également. Donc, je ne sais pas également si elle est dans le même niveau, la même tendance d'action gratuite ou je ne sais pas quoi. D'accord? Mais n'empêche qu'au prix actuel, c'est une entreprise qui pourrait largement s'échanger aux alentours des 35 € ici et avoir toujours un dividende safe. Et on vous vend ça aujourd'hui à 25 € l'action. OK? So, comme je le dis toujours, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez accès ici au service Top Premium. Vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait ici aujourd'hui, ainsi que recevoir les notes d'analyse ici pour les entreprises qui sont sous-évaluées, selon moi. OK, donc des entreprises qualitatives avec voilà, toujours une vision nord-américaine parce que j'ai un intéressement fiscal à ce niveau-là. OK, donc juste pour gagner du temps, je ne vais pas m'intéresser aux entreprises dans lesquelles je ne pourrais pas, enfin, qui ne m'intéressent pas en termes d'investissement. D'accord. Également, vous pouvez avoir accès à la formation thématique, d'accord, notamment celle de savoir comment analyser une compagnie bancaire, ainsi que comment lire les rapports financiers. C'est le prix de cette formation-ci, en fait, va dépendre essentiellement. Voilà, quand vous aurez accès au service Top Premium ici, techniquement, vous payerez pas plus que le prix du service Top Premium, ok? Donc, c'est le prix qui est affiché ici, c'est le prix à l'année, d'accord? Donc, le prix à l'année ici, c'est pas le prix de la formation, parce que chaque formation ici aura un prix totalement plus élevé que ce qui est ici. Donc, il n'y a que 163 places qui restent présentement, pour ceux qui ont vu la première vidéo, quand on parlait ici d'analyser les banques ici, vous avez vu que ça commence, ça diminue très vite, et ça s'arrête à la fin du mois de mars, ok? So, ici, sinon, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ruby livre toujours la marchandise. Et comme je dis toujours, la lecture des rapports financiers libère, les amis. Concentrez-vous sur les entreprises qualitatives qui rapportent de l'argent ici aujourd'hui et qui peuvent vous permettre ici d'au moins récupérer votre capital de départ. Et pour le moment, je pense que pour Ruby, c'est le cas. OK? Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.